Entendez-vous l'écho par Maëlys Bessery. Et oui et non, petite surprise, c'est Entendez-vous l'écho à cette heure-ci. Notre semaine sur l'Angleterre s'achève et aujourd'hui elle s'achève par un débat. Cette semaine nous avons déambulé dans le brouillard de Londres, longuement dépeint par Dickens, celui des usines dissimulant la condition de ceux qui y travaillent. Un brouillard cache-misère qui masque la violence des Peaky Blinders et autres gangs ayant pris le contrôle politique et économique de cités ouvrières meurtries. Et la désindustrialisation et le thatchérisme n'ont rien arrangé. C'est du moins ce que nous racontent les films de Ken Loach, porte-parole d'une Angleterre oubliée par les révolutions du capitalisme. Désormais, c'est le Brexit qui agite le brouillard et fait remonter les vieux fantômes de l'île, fantômes d'une grandeur passée dont l'Angleterre peine encore à se consoler. Vous êtes sur France Culture et c'est l'heure d'Entendez-vous l'écho. Aujourd'hui, nous allons parler du Brexit et nous accueillons autour de la table Catherine Mathieu, économiste à l'OFCE, auteure de Brexit, comment le Royaume-Uni et l'Union européenne vont-ils rebondir dans l'économie européenne 2018, publié aux éditions La Découverte. Avec nous également Ophélie Siméon, maître de conférence en civilisation britannique à l'Université Paris 3, auteur de l'article Brexit et euroscepticisme dans la revue La vie des idées. Et enfin en duplex avec nous Dex Aurélien Antoine, professeur de droit public à l'Université Jean Monnet, directeur de l'Observatoire du Brexit et auteur du Brexit, une affirmation des valeurs britanniques dans la revue Esprit. À 14h50, Arjuna Andrade sera parmi nous pour nous donner des nouvelles de l'écho. Catherine Mathieu, Ophélie Siméon et Aurélien Antoine, bonjour. 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 My Lords and members of the House of Commons, my government's priority is to secure the best possible deal as the country leaves the European Union. My ministers are committed to working with Parliament, the devolved administrations, business and others to build the widest possible consensus on the country's future outside the European Union. A bill will be introduced to repeal the European Communities Act. On entend la voix de la reine dans le State Opening of Parliament. C'est le discours de la reine retranscrit par la BBC News le 21 juin 2017. Alors, Ophélie Siméon, quelques mots. Elle annonce le Brexit. Oui, elle annonce le Brexit dans ce discours que chaque souverain donne chaque année à l'ouverture de la session parlementaire. Et en fait, c'est un discours qui est écrit par le gouvernement britannique, dont le titre officiel est le gouvernement de Sa Majesté, Her Majesty's Government. Et la reine se fait la porte-parole du gouvernement et elle est tenue d'annoncer le programme politique pour l'année qui va suivre. Alors, élément visuel un peu particulier, la reine avait mis une tenue bleue et un chapeau à fleurs reprenant les couleurs du drapeau européen. Alors, on ne peut pas y voir ici de hasard, Catherine Mathieu. Oh, je ne sais pas. Effectivement, la reine d'Angleterre, en tout cas, ne s'est pas prononcée sur le fait que ce soit bien ou pas que le Royaume-Uni quitte l'Union européenne. Alors effectivement, ensuite, la presse a beaucoup parlé de ce chapeau bleu avec des fleurs jaunes qui faisait penser au drapeau européen. C'est peut-être effectivement une allusion, mais la reine ne dit rien sur ce qu'elle pense de la décision qui a été prise lors du référendum de juin 2016 par les Britanniques de quitter l'Union européenne. Aurélien Antoine, qu'est-ce qu'on peut dire de ce discours d'introduction, le State Opening of Parliament de la reine? Il n'a rien d'étonnant dans la mesure où la reine du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est tenue par le programme politique du gouvernement. Elle est conduite à une stricte neutralité. Pendant la campagne, des bruits des tabloïds avaient éventuellement évoqué qu'elle soit favorable à un Brexit ou pas. En tout cas, ce qui était aussi discuté, c'était savoir si son petit-fils était aussi favorable. Tout cela est évidemment anecdotique par rapport à l'importance du sujet, naturellement. Même si on va voir que les tabloïds, eux aussi, vont avoir eu une certaine importance. Alors on va commencer par reprendre l'histoire européenne au début, en tout cas l'histoire des Royaumes-Unis avec l'Union européenne. Le Royaume-Uni a souvent été présenté historiquement comme un maillon entre l'Europe et les États-Unis, comme une sorte d'intermédiaire avec cette double alliance.
Oui, donc c'est ce qu'on appelle la relation spéciale, the special relationship, qui se noue entre les États-Unis et le Royaume-Uni après la Seconde Guerre mondiale. Une volonté de coopération qui est fait assez drôle, qui a été favorisé par le fait que Churchill et Roosevelt étaient des cousins éloignés. Mais en tout cas, c'est une volonté de nouer une alliance entre deux pays qui revendiquent un héritage anglo-saxon commun. Et cette relation spéciale s'est renforcée à mesure que l'Europe s'est construite, puisque les prétentions atlantistes de la Grande-Bretagne ont été renforcées au moment où Charles de Gaulle s'est opposé à 2 reprises, si mes souvenirs sont bons, à l'entrée de la Grande-Bretagne dans la CE puis l'Union européenne. Alors c'est vrai qu'on peut retrouver quand même des grandes lignes politiques, en tout cas dans l'histoire des idées, l'histoire politique et économique entre les États-Unis et le Royaume-Uni, puisque effectivement cette idée née en Angleterre du libéralisme politique, mais aussi du libéralisme économique. Catherine Mathieu, elle va traverser l'Atlantique justement au XIXe siècle. Puis au XXe. Oui, puis au XXe, en fait, je pense que ce qui joue surtout dans la relation récente en Europe, en tout cas, du Royaume-Uni, dans l'Union européenne, c'est cet aspect très libéral qui a été mis en avant par Margaret Thatcher au début des années 80, et ça s'est fait en même temps, cette révolution libérale au Royaume-Uni et aux États-Unis. Donc effectivement, il y avait une grande alliance entre les Britanniques et les États-Unis pour aller vers un modèle économique plus libéral, et à l'intérieur de l'Union européenne, c'est vraiment le Royaume-Uni qui a porté ce modèle libéral depuis maintenant le début des années 80. Et aujourd'hui encore, c'est le pays qui est le plus libéral à l'intérieur de l'Union européenne. Alors on va écouter le général de Gaulle auquel vous faisiez allusion il y a quelques minutes, le 14 janvier 63, qui va justement s'exprimer sur son rapport complexe à la Grande-Bretagne. L'Angleterre, en effet, est insulaire. Elle est maritime. La nature, la structure, la conjoncture qui sont propres à l'Angleterre diffèrent profondément de celles des continentaux. Comment faire entrer l'Angleterre, telle qu'elle est, dans ce système-là? Il est possible aussi que l'Angleterre n'y soit pas encore disposée. Et c'est bien là ce qui paraît résulter des si longues conversations de Bruxelles. Si c'est le cas, il n'y a rien là qui puisse être dramatique. Alors on entend justement les réserves, la suspicion, avec un certain humour aussi du général de Gaulle. Aurélien Antoine, comment est-ce que vous nous présenteriez ces suspicions à l'égard de l'Angleterre, en tout cas quant à son engagement européen, et justement l'idée d'adhérer à un modèle? C'est la suspicion de l'insularité qu'on entend là. Oui, bien sûr, c'est une suspicion qui est assez classique, un peu mythique également, notamment d'un point de vue contemporain avec la mondialisation, et puis on le verra avec l'adhésion à l'Union européenne. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, en discutant avec mes collègues britanniques des facultés de droit, des spécialistes de sciences politiques, ce dont on se rend compte, c'est lorsque je leur ai évoqué justement ce que disait le général de Gaulle du rapport des Britanniques au continent, ils se sont dit mais tout cela est dépassé. Les visions du général de Gaulle, de Winston Churchill sont parfaitement dépassées, et ils étaient même surpris de la question que je leur posais et que vous me posez d'une certaine manière, donc c'est leur point de vue. Il n'en demeure pas moins qu'au-delà du mythe et du côté peut-être un peu dépassé du propos du général de Gaulle, il y a quand même une part de réalité. D'abord parce que des nations se construisent aussi sur des mythes. Alors on peut discuter du concept de nation pour le Royaume-Uni, mais ce qui est certain, c'est que ce mythe de l'insularité a un rôle. Et puis je crois que, on l'a vu dans les débats du Brexit, la fameuse théorie des 3 cercles de Winston Churchill, qui consiste à être proche d'abord effectivement des États-Unis, puis du monde anglo-saxon et enfin de
des Européens, mais en dernier lieu, a été évoqué constamment durant la campagne et est assez juste. D'ailleurs, je rappelle que Boris Johnson, l'un des héros des Brexiters, avait fait à peu près à la même période une biographie de Churchill. Évidemment, le coup marketing entre guillemets était aussi un coup politique pour montrer la pertinence, selon lui, de l'analyse de Churchill. Donc je pense qu'effectivement il y a une part d'humour dans ce que dit le général de Gaulle. Il relaie un mythe, il fait appel à des aspects parfois peut-être un peu caricaturaux, mais néanmoins il y a un fond de vrai et qui est encore ressorti au moment du Brexit et qui fait toujours l'objet des débats dans les discussions politiques au Royaume-Uni actuellement à propos du Brexit. Catherine Mathieu, il n'empêche que la question de l'insularité géographique mais aussi économique et du point de vue des accords qui ont pu être passés, elle existe et pas simplement dans l'imaginaire politique du général de Gaulle. Ah non, elle existe tout à fait. Et justement, c'est très intéressant l'extrait de l'intervention du général de Gaulle que vous venez de diffuser, parce qu'on a souvent l'impression aujourd'hui que les Britanniques ont décidé sans trop réfléchir, pour ceux qui ont voté pour sortir de l'Union européenne, de quitter l'Union européenne, alors qu'en fait, c'est vraiment une question qui se pose depuis très très longtemps au Royaume-Uni, cette question d'une appartenance à l'Union européenne. Et je pense que pour les Britanniques, en fait, l'intérêt d'entrer dans la communauté économique européenne, ça a été uniquement l'intérêt économique et le fait d'accéder à un grand marché. Et ça, c'est complètement dans la tradition libérale économique britannique. Donc c'est une adhésion économique, l'Union européenne au départ. Économique. Et tandis que du côté des premiers pays fondateurs de l'Union européenne, en particulier de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, on avait le souhait dès le début de construire une union politique. Et il y a ce grand malentendu qui est là, depuis maintenant de nombreuses années, depuis les années 60, entre le Royaume-Uni et les grands pays actuels de la zone euro, qui disent d'un côté dans la zone euro, nous voulons aller vers davantage d'intégration politique, nous voulons construire une union politique à l'intérieur de l'Union européenne, tandis que les Britanniques disent non, nous avons souhaité entrer dans un grand marché, point, c'est tout, et nous ne souhaitons pas aller vers une union politique. Mais attention, on peut pas non plus être dans une attitude de malhonnêteté intellectuelle ou politique, on peut pas dire qu'ils n'étaient pas au courant que l'Europe c'est aussi une union politique, que c'est même l'une des idées fondatrices aussi, fondée sur la paix. Oui, mais c'est aussi pour cela que je pense que les Britanniques n'ont pas été parmi les membres fondateurs de la communauté économique européenne, qu'ils ont mis longtemps avant d'y entrer, qu'après être entrés en 1973, ils ont fait un référendum pour décider s'ils en sortaient ou s'ils restaient dans cette communauté économique européenne. Et depuis, il y a à l'intérieur de tous les partis politiques britanniques des discussions sans fin sur le fait que ce soit bien ou pas pour le Royaume-Uni d'être à l'intérieur de l'Union européenne. C'est vraiment une question de fond. Alors la réserve du Royaume-Uni vis-à-vis de fondre son modèle dans le modèle européen, en tout cas des aménagements que ça nécessite, est-ce qu'effectivement c'est une question liée à l'identité? Alors on parle de l'insularité, peut-être que l'insularité a bon dos. En tout cas, c'est l'idée aussi de perdre quelque chose de son modèle d'origine, en tout cas de le rendre plus flexible. Oui, l'insularité, elle existe en partie, mais je pense qu'elle n'explique pas tout. C'est vrai que dans ces réticences vis-à-vis de l'Union européenne, on retrouve également des arguments internationalistes. On parlait de la relation spéciale avec les États-Unis tout à l'heure. Il y a aussi l'idée que avant d'entrer dans l'Union européenne, avant la Seconde Guerre mondiale, la Grande-Bretagne était une grande puissance coloniale. L'empire le plus important dès l'époque moderne. Et donc en quelque sorte, l'Europe serait trop petite pour la Grande-Bretagne. Il faudrait aller bien au-delà des frontières européennes, même élargies. Oui, alors, et c'est en partie un mythe, puisque le Commonwealth, qui est une institution à bien des égards néocoloniale, ne représente que 9% des échanges commerciaux du Royaume-Uni, alors que le Royaume-Uni réalise 50% de ses échanges commerciaux avec l'UE. Mais on a dans l'ordre du discours eurosceptique, et notamment eurosceptique de droite, une certaine nostalgie de l'Empire, voire une nostalgie certaine pour le UKIP, avec cette idée que la Grande-Bretagne a avant tout des ambitions globales. Mais c'est un argument qu'on ne retrouve pas du tout dans l'euroscepticisme de gauche,
au sein du Parti travailliste, où là, l'euroscepticisme est une critique du modèle néolibéral des politiques d'austérité de l'UE. Aurélien Antoine, on retrouve là les mythes politiques sur lesquels se fondent aussi les idées actuelles liées à l'Europe, des pros ou des anti-exit. D'ailleurs, il va y avoir l'idée qu'il y aurait une singularité historique de la Grande-Bretagne qui ferait qu'elle aurait une plus grande ses institutions, des principes très anciens, qu'elle aurait été une des premières démocraties parlementaires d'Europe. Oui, alors avant de revenir sur votre question, simplement, je voulais rappeler que dans les années 90, l'Union européenne avait le vent en poupe au Royaume-Uni. Il y a certains sondages qui montraient d'ailleurs que les Britanniques pouvaient être plus favorables à l'Union européenne que certains citoyens, comme les citoyens français du continent, etc. Donc il y a eu notamment à l'époque de Blair, de la Cool Britannia, une tendance à soutenir l'Union européenne. On y reviendra peut-être. Alors pour répondre à votre question, oui, alors faut pas. D'abord, un élément de précision terminologique. Le Royaume-Uni, incontestablement, et l'Angleterre en particulier, est mère des parlements, du régime parlementaire. De la démocratie, c'est autre chose. Il ne faut pas confondre parlementarisme et démocratie. Il y a eu des démocraties avant le Royaume-Uni, mais c'est vrai que les Britanniques ont en quelque sorte inventé le parlementarisme, mais sans en faire forcément un modèle. Alors il s'est exporté, mais je vais dire malgré eux, parce que dans la colonisation, le but n'était pas d'imposer un système politique. D'abord, ils auraient bien eu du mal à le faire parce que c'est un système qui fonctionnera largement sur des règles politique, avec deux principes cardinaux que sont la souveraineté du Parlement dans un objectif très clair, de limiter les tentatives d'absolutisme royal, et puis le principe de rule of law, qui est très difficile à traduire tellement il est culturel et civilisationnel, et qui désigne, on pourrait dire, le règne du droit, et qui est un élément vraiment culturel. C'est pas simplement une relation à la règle, mais ça établit notamment les relations entre les individus avec les institutions. Et c'est vrai qu'il y a une certaine fierté de porter ces principes qui ont permis au Royaume-Uni de ne plus être et de ne plus connaître de grande dictature depuis la fin du XVIIe siècle. Et c'est vrai que c'est assez unique et on peut comprendre la fierté qui peut découler de cette histoire. Il y a eu une tribune en 2015 rédigée par 22 historiens qui s'appelait Historian for Britain, qui ont repris ces principes-là en disant que finalement le Royaume-Uni s'est développé de manière très différente de ses voisins continentaux en Europe, notamment pour cette raison-là, qu'il y aurait une continuité liée à l'ancienneté de ses institutions et de ses principes, qu'aussi il n'y aurait pas eu autant de nationalisme, en tout cas des nationalismes moins intenses en Grande-Bretagne que dans le reste de l'Europe. Alors est-ce qu'il y aurait effectivement des particularités dans l'identité juridique et politique du Royaume-Uni qui aurait fait que finalement qui aurait toujours fait qu'elle aurait eu des réserves à l'égard du modèle européen, en tout cas à l'égard dans le fait de perdre certaines particularités culturelles? Alors, ce qui est certain de mon point de vue, c'est qu'il faut se méfier des toujours, d'une idée qu'un jour une élite aurait décidé que ça allait se passer comme ça. Il y a les circonstances qui sont tout de même essentielles, notamment le rapport à la religion, qui est souvent source d'absolutisme, le rapport avec, entre guillemets, les grands du royaume. Ça s'est construit par sédimentation historique, avec de vraies ruptures. Je vous rappelle qu'ils ont coupé la tête de leur roi bien avant le nôtre, en créant une période de dictature extrêmement violente à plusieurs reprises. Donc, je ne sais pas. Ce groupe d'historiens, effectivement, donne une impression de grande continuité. Effectivement, il y a une continuité parce que on n'a pas changé de régime politique autant qu'en France, par exemple, depuis 1789. Mais néanmoins, il y a quand même des périodes de violence. Je ne pense pas qu'il y ait une singularité des Britanniques en termes d'un pacifisme par rapport au continent. En revanche, effectivement, c'est la continuité des institutions. Ça, c'est indéniable. Mais le propos des historiens, ce groupe d'ailleurs, qui n'est pas un grand spécialiste, quand on regarde les spécialités des membres de ce groupe Historians for Britain, ils ne sont pas spécialistes de l'histoire du continent européen. Notamment son leader, ça avait été critiqué, vous avez eu beaucoup d'échanges au Royaume-Uni là-dessus. Et dans la relation au droit avec l'Union européenne est une construction juridique.
il ne faut pas l'oublier, c'est d'abord une construction juridique malgré les objectifs politiques et économiques. Bien sûr, économiques, et d'ailleurs les Britanniques ont fait en sorte que ça se diffuse économiquement, mais par la règle aussi. Il faut y voir aussi une influence des anglo-saxons. Alors certes, c'est la règle écrite, les Britanniques ne sont pas forcément friands de la réglementation par la loi telle que nous la connaissons chez nous, mais quoi qu'il en soit, c'est un moyen d'imposer un modèle économique par le droit, et d'une certaine façon, ici, on est dans l'idéologie anglo-saxonne. On va écouter Jean Duhamel, ministre de la Principauté de Monaco, justement en 1957, c'était le 6 février 57. Il nous explique ce système juridique anglais sur la RTF. Si nous nous tournons tout d'abord vers la partie constitutionnelle du droit de l'Angleterre, nous constaterons que nous connaissons mal la Constitution anglaise. Elle nous déconcerte parce qu'elle est en grande partie non écrite, comme nous entendîmes Lord Balfour le dire un jour à la Société des Nations. Non écrite en ce sens qu'elle ne repose pas sur des textes constitutionnels absolus, comme celle des États-Unis ou de la France, textes auxquels il est facile de se référer et difficile de toucher, mais sur des textes épars, des traditions, des précédents, et sur certains actes du Parlement qui sont des lois de même nature que les autres, c'est-à-dire des lois que le Parlement peut modifier ou abolir à son gré en suivant la procédure ordinaire. Soit dit en passant, l'avantage d'un tel système réside dans sa souplesse, son élasticité. Il est impossible qu'il se sclérose. Est-ce que, Ophélie Siméon, on pourrait penser que ce système-là, auquel est très attaché le peuple britannique, aurait pesé finalement dans cette union avec le reste de l'Europe, à savoir le fait d'avoir quand même des règles de droit supranationales, quelle qu'en soit justement la légitimité? Non, je pense pas que ça ait pesé véritablement dans les faits, même si, comme le disait notre collègue tout à l'heure, culturellement, le continent, l'Europe continentale est plutôt dans une tradition de droit romain, alors qu'en Grande-Bretagne, on est plutôt dans une tradition de droit canon, donc c'est une suite de lois. Ça a été très très bien résumé. Dans l'extrait audio, c'est une constitution qui est extrêmement souple, extrêmement adaptable. Donc le droit européen a pu s'insérer de façon relativement aisée au sein de cette constitution non écrite, même si ça a également créé des frictions. Donc c'est relativement aisé, je pense, du point de vue de la procédure parlementaire. Par contre, il y a eu des débats, je pense notamment en 98, lorsque le gouvernement Blair a réussi à faire adopter la Convention des droits de l'homme européenne, qui, sur certains points, entrait en contradiction avec le droit britannique. Mais dans les faits, ça a pu être adopté parce que cette souplesse constitutionnelle le permet de façon assez aisée. On n'a pas besoin à chaque fois de créer une nouvelle constitution, de changer de république, comme c'est le cas en France. Alors Catherine, oui. Voilà, Aurélien Antoine. Pour le coup, c'est une question que j'étudie en profondeur. Sur cette question, pour rebondir, il y a aussi l'aspect juridictionnel. C'est-à-dire, comme il n'y a pas de juridiction constitutionnelle, on ne pose pas forcément la question de la compatibilité des normes issues de l'Union européenne avec une constitution qui n'est pas formalisée dans un seul document. Et effectivement, il y a eu des débats, mais il faut savoir qu'en termes de recours devant la Cour de justice de l'Union européenne, notamment les recours en manquement contre les États, le Royaume-Uni, ça peut paraître paradoxal, est très peu condamné par rapport à des États comme la France. Et c'est assez intéressant parce que cette flexibilité, cette adaptabilité qui est liée au pragmatisme anglo-saxon a permis justement de se conformer souvent avec rigueur au droit de l'Union européenne et également au droit de la Convention européenne des droits de l'homme, même s'il y a eu des grands contentieux qui ont concerné les Britanniques devant cette juridiction. Alors si ce n'est pas le poids des institutions ni le poids de la culture politique, alors Catherine Mathieu, est-ce que ce serait des arguments économiques qui auraient été en faveur du Brexit? Pourtant, le marché commun a largement profité au Royaume-Uni.
Écoutez, non, en fait, sur le plan économique, effectivement, le Royaume-Uni a tout à fait intérêt à rester dans l'Union européenne. C'est d'ailleurs ce qu'il souhaite. C'est d'ailleurs certaine manière dans ces accords. Oui, et c'est d'ailleurs pour cela que avant le référendum de 2016, le gouvernement britannique avait mis l'accent sur les risques qu'il y aurait en termes économiques pour le Royaume-Uni de quitter l'Union européenne, parce qu'aujourd'hui, effectivement, à peu près la moitié des exportations britanniques vont vers l'Union européenne, et que cette importance d'avoir un grand marché aux portes du Royaume-Uni est forte pour les Britanniques. Il faut aussi voir que les Britanniques ont réussi, comme on le disait un peu plus tôt dans l'émission, à insuffler un modèle libéral à l'intérieur de l'Union européenne. Alors ça, ce sont pour les aspects intérêt à rester dans l'Union européenne sur le plan économique. Mais une fois qu'on a dit cela, il faut aussi voir que le Royaume-Uni, étant assez hostile à toute question d'harmonisation, en matière économique en particulier, a toujours été contre, par exemple, l'harmonisation de la fiscalité. Donc, dans la question de la construction de l'Union européenne et de la construction d'une union économique et politique, il y a pour certains membres de l'Union européenne l'idée de dire il faut harmoniser, avoir un taux minimum d'imposition. Les Britanniques ont toujours été contre. Il faut harmoniser, avoir des réglementations. Les Britanniques ont toujours été contre. Donc là, c'est aussi une culture politique. C'est une culture, moi je pense aussi très largement économique. Le fait qu'on souhaite pouvoir échanger librement, sans contrainte, qu'elles soient économiques, juridiques, politiques. Et toutes ces contraintes-là, elles sont là à l'intérieur de la construction européenne. Et ça gêne beaucoup les Britanniques et depuis longtemps. Et quand tout à l'heure l'intervenant disait que dans les années 90, l'Europe avait eu le vent en poupe au Royaume-Uni, oui, à partir de 97 avec Tony Blair, mais il faut quand même rappeler que quand on a eu le vote sur le traité de Maastricht en 1992, les Britanniques ont obtenu le droit de ne pas entrer dans la zone euro et de garder la livre. De garder leur monnaie, oui. Qui est un élément de souveraineté très important. Donc en fait, pour les Britanniques, il y a vraiment ce souhait de ne pas aller vers davantage d'intégration économique et politique. Donc finalement, Aurélien Antoine, on n'est pas que dans la caricature du général de Gaulle, il y a quand même toujours eu cette culture, au moins économique, d'un pied dedans, un pied dehors. Oui, c'est ce que je vous disais, c'était pour partir des réflexions de mes collègues britanniques qui trouvent ça complètement exclu, peut-être dû à leur pragmatisme, je sais pas, mais il y a une réalité. D'ailleurs, Churchill partager l'avis du général de Gaulle. Après, pour revenir à ce que disait Catherine Mathieu, ce qui est évident, en 97 aussi, pourquoi l'Europe a le vent en poupe, c'est parce que quelques années après aussi, en 99, vous avez le pacte Blair-Schröder qui engage l'Union européenne quand même très clairement vers ce que l'on qualifie peut-être de façon peu rigoureuse, mais qui a un sens quand même de néolibéralisme. Et l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni, arrive à convaincre quand même un certain nombre de partenaires européens, et aujourd'hui majoritaire, il n'y a qu'à voir la réaction des Européens à un projet plus politique du président de la République française actuelle, vers une Europe plus politique. Aujourd'hui, je ne suis pas certain que les présupposés à la construction européenne des années 40-50, enfin 45 jusqu'aux années 50, soient vérifiables aujourd'hui. Il y a une résistance, et on se demande même si les Britanniques, s'ils se retirent, si, je veux dire, le verre n'est pas déjà dans le fruit. L'idée d'harmonisation sociale ou fiscale est quand même exclue par une très grande majorité des États membres, y compris par certains États fondateurs. Et c'est vrai que cette zone économique, de grande zone de libre-échange, on ne comprend pas pourquoi les Britanniques s'en vont maintenant, parce qu'ils en ont effectivement quand même profité. Ils ont quand même réussi à modeler en partie, et à mon avis en majorité, l'Union européenne telle qu'elle est depuis les années 2000. I was putting in work, the money came after. In a rave trying to get burst. Music, ladies and laughter. Yo, I fell down on the floor. My life got a bit darker, but then I got back up, and the band said I'm the godfather.
I've had times in my life that were cringeworthy. Real street life, yeah, I see it from early. Could have been much worse off than I am, but I'm still a genius like Richie Turvey. Played with the fire, but the fire burnt me. Was a good kid, but the streets turned me. Ledley made it and actually made it. But what about Ryan Yogi and Curly? Even back then when my flow was perky. Certain dons try to do me dirty, but my OGs on the road are 30. There ain't much that can stop me or hurt me. One off, don't die cause the MC cursed me. Been mobile ever since it was Mercury. The game took a turn when a man dropped flying. Now I sleepless every day, I wake up early. Don't hope for much, but I just hope you remember me. Picking up the MCs on my team and the ones that sent for me. I don't told me the Godfather title thing, it was meant for me. And it don't matter what you say to me, I just hope you remember me. You see the game's open, I ain't loafing, got it in motion, thought I was over it, but I was ghosting, in my own bubble, but I never stray away from bars, I stay floating, I just strolling, still rolling, deep waters, catch a man, old him, I'm a librarian like Logan, and if I ain't got it, I can phone him, it won't work if it ain't real, I know the deal, people talk trash and the trash looks real, if you don't read in between the lines, you get lost out here in the field, sorry that's real, on for just second and chill, I was real back then and today I'm still real, I still will, I still spray cause I love it, I can never regret cause I've done it, don't hope for much, but I just hope you remember me. Picking up the MCs on my team and the ones that sent for me. I don't told me the Godfather title thing, it was meant for me. And it don't matter what you say to me, I just hope you remember me. I used to buy cars before I bought houses. I used to get producer block, but now I go round it. Hey, I used to get arrested, I couldn't wait to leave the police station. I used to be an idiot, running my mouth in the beef with the pagans, is what it is. I'll be the backpacker, the first backpacker, the first grandkid to care about what matters. Listen to myself in peace with no chatter, market my brand like patter. I remember when Titch had a bright green capper, back then I was a full-time trapper. I got the music in my soul and if you put me in a band I'll play the maracas. Don't hope for much but I just hope you remember me. Picking up the MCs on my team and the ones that sent for me. I don't told me the Godfather title thing, it was meant for me. And it don't matter what you say to me, I just hope you remember me. Don't hope for much, but I just hope you remember me. Picking up the MCs on my team and the ones that sent for me. I don't told me the Godfather title thing, it was meant for me. And it don't matter what you say to me, I just hope you remember me. I was putting in work, the money came after. In a rave trying to get burst, music, ladies and laughter. Yo, I fell down on the floor, my life got a bit darker. But then I got back up, and the man said I'm the Godfather. Vous écoutez France Culture. Entendez-vous l'écho par Maëlys Bessery. Et on entendait Wiley Remember Me. Qu'est-ce qu'on peut dire Ophélie Siméon justement du Brexit comme événement Est-ce que finalement on se situe dans la continuité de cette ambivalence à l'égard de l'Union européenne ou est-ce que ça a été un phénomène de rupture fort Il y a eu bien sûr un effet de surprise. Je dirais un petit peu des deux. Comme vous le disiez tout à l'heure, la question est-ce que on fait partie de l'UE, est-ce qu'on en sort, c'est quand même des débats qui sont relativement anciens, qui commencent vraiment à venir sur le devant de la scène à partir du traité de Maastricht. Mais à bien des égards, ça a constitué une rupture. Parce que très souvent, on parle du Royaume-Uni qui a voté pour le Brexit. Et il faut rappeler que le Royaume-Uni est en fait composé de 4 nations. L'Angleterre, qui est la nation dominante, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord. Et chaque nation a voté de façon différente. Et donc, ça a entériné des ruptures économiques, culturelles entre ces différentes nations, notamment dans le cas de l'Écosse, qui a voté massivement contre le Brexit. Et se pose aujourd'hui notamment le maintien du Royaume-Uni. Puisque l'Écosse n'exclut pas, si un jour sa situation économique s'améliore, ce qui est loin d'être sûr, l'Écosse, enfin en tout cas les nationalistes écossais n'excluent pas de faire un autre référendum sur l'indépendance, etc. Se pose également le problème de la frontière entre l'Irlande du Nord et l'Irlande, qui est un débat au cœur des négociations sur le déroulement du Brexit, négociations qui ont débuté ce mercredi. Catherine Mathieu, on voit justement que autour de questions finalement très économiques vont se structurer aussi les relations internationales à l'échelle européenne, mais aussi à l'intérieur même du Royaume-Uni. Effectivement, sur cette question du modèle, Aurélien Antoine nous disait que le Royaume-Uni avait participé à structurer l'Union européenne, avait pesé très lourd. C'était notamment ce qui contrebalançait la relation franco-allemande, le Royaume-Uni.
Oui, alors c'est-à-dire d'une part, effectivement, le Royaume-Uni a vraiment été le pays qui a fait entrer dans l'Union européenne le libéralisme économique, et d'autre part, effectivement, surtout dans l'équilibre du couple franco-allemand, en fait, il y avait aussi un troisième grand pays qui était là, l'Angleterre, et qui, surtout, en fait, depuis plusieurs années, soutenait la position des gouvernements allemands pour aller justement vers davantage de libéralisme. Donc ça faisait un équilibre un petit peu plus large à l'intérieur de l'Union européenne. Le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne, ça pose effectivement de nombreuses questions, si on se place du point de vue de l'Union européenne. Tout d'abord, c'est pour l'Union européenne ce départ un échec, parce que c'est la première fois qu'un pays décide de quitter l'Union européenne. Jusque-là, on n'avait eu que des pays qui décidaient, qui candidataient pour entrer dans l'Union européenne. Alors, avec les élargissements successifs. Exactement. Un pays qui décide de partir, de plus un pays de la taille du Royaume-Uni, c'est un grand choc. C'est un grand choc pour l'Union européenne. Et sur le plan économique, ça n'est pas si facile que ça non plus pour les pays de l'Union européenne. Alors, les Britanniques exportent, ont la moitié de leurs exportations à peu près qui vont vers l'Union européenne, mais c'est aussi important ce marché britannique pour les pays de l'Union européenne, notamment pour les marchandises pour lesquelles la France, l'Allemagne, la plupart des pays de la zone euro sont excédentaires. Donc les Britanniques importent davantage qu'ils n'exportent de marchandises vers l'Union européenne. C'est un marché important, c'est notre premier excédent commercial à la France. Donc les conséquences économiques, on parle souvent des conséquences économiques pour le Royaume-Uni, mais c'est aussi pour l'Union européenne elle-même. Elles sont bien sûr plus importantes pour le Royaume-Uni parce que c'est un petit pays par rapport à l'ensemble de l'Union européenne, mais elles sont importantes aussi pour l'Union européenne parce qu'il y a beaucoup d'échanges entre l'Union européenne et à l'intérieur de l'Union européenne, et en particulier donc entre la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, et puis qu'il y a ces échanges qui sont importants sur le plan économique, que ces échanges sont aussi importants sur le plan des services, et en particulier des services financiers, avec un rôle très important de la City à l'échelle de l'Union européenne. Et là, pour le coup, des Britanniques qui ont beaucoup à perdre en quittant l'Union européenne parce que de nombreuses opérations en fait, qui concernent la zone euro sont effectuées par les intervenants de la City. Et puis, il y a aussi un certain nombre de coopérations industrielles. On pense bien sûr à Airbus, avec des systèmes très intégrés de chaînes de production entre l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l'Espagne. Et donc, il y a beaucoup de dimensions qui jouent dans ce Brexit. Alors, Catherine Mathieu, du coup, des grandes négociations sont en cours, des négociations sur la mise en place d'un partenariat commercial et financier entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Alors, l'idée est un peu compliquée parce qu'il faut d'un côté créer des conditions pour que le poids ne soit pas trop lourd économiquement ni pour l'un ni pour l'autre. Et en même temps, l'idée est aussi de dissuader ceux qui se prendraient au jeu de vouloir quitter l'Union européenne. Oui, en fait, si on veut résumer, d'un côté pour les Britanniques aujourd'hui, pour le gouvernement britannique, l'intérêt c'est de pouvoir obtenir un partenariat qui soit en fait celui d'un libre marché avec l'Union européenne, un libre marché en matière des échanges de marchandises, des services et du capital. Mais de pouvoir contrôler en particulier les flux de main-d'œuvre qui viennent au Royaume-Uni. Et du côté de l'Union européenne, le point important, c'est que ce Brexit ne soit pas un succès, parce qu'effectivement, ça pourrait conduire d'autres pays de l'Union européenne à quitter l'Union européenne si, pour les Britanniques, c'était facile finalement de quitter l'Union européenne et s'il n'y avait pas de conséquences économiques. Et donc, on met l'accent du côté de l'Union européenne à 27 depuis le début des négociations sur le fait que si les Britanniques quittent l'Union européenne, à ce moment-là, ils ne pourront pas garder un accès au libre marché sans respecter ce que l'on appelle à l'intérieur de l'Union européenne les 4 libertés fondamentales, donc c'est-à-dire la liberté des échanges de marchandises, de services, des capitaux et du travail. Et c'est sur cette 4e liberté, justement, qu'une majorité de Britanniques a décidé de voter pour sortir de l'Union européenne, pour pouvoir, comme l'appelaient les Brexiteurs, reprendre le contrôle. D'ailleurs, en septembre 2017, Theresa May s'y exprimait sur un peu les conditions qu'honorerait le Royaume-Uni, notamment les conditions de remboursement de ses engagements financiers qui ont été estimés entre 45 et 50 milliards d'euros, je crois. Oui, alors sur ce point-là, les engagements financiers, ça n'est pas, je pense, la question la plus difficile dans les négociations, parce que il me semble en tout cas que Theresa May a toujours eu une approche très claire vis-à-vis de l'Union européenne en disant nous honorons nos engagements financiers,
qui sont quoi? Qui comportent les dépenses, mais aussi les dépenses d'investissement? Alors, les engagements financiers à ce jour, puisque le Royaume-Uni est toujours membre de l'Union européenne, comporte la contribution au budget européen. On peut peut-être rappeler aussi que le Royaume-Uni est un contributeur net au budget européen et que son départ pose d'ailleurs la question pour les autres pays de l'Union européenne de trouver des financements pour compenser ces pertes de financement britanniques. Donc en tout cas, le Royaume-Uni a dit qu'il continuerait à contribuer au budget européen jusqu'en 2020. Les autres engagements financiers principalement portent sur les retraites des fonctionnaires britanniques qui travaillent dans les instances européennes. Et là, les Britanniques aussi ont dit clairement qu'ils contribueraient à ces engagements. Et puis ensuite, un certain nombre d'engagements dans différentes agences européennes. Et là, effectivement, aussi entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, on a trouvé un accord assez facilement pour que les choses soient réglées. Alors on va voir que ces questions économiques vont être imbriquées à des questions juridiques importantes. Vous avez commencé à évoquer, Ophélie Siméon, l'Irlande, la question de l'Irlande du Nord. Je vous propose d'écouter le Zoom de la rédaction de France Inter. C'était le 6 février 2017. Il y a un changement, il y a la peur, il y a des gens qui ne savent pas ce qui va arriver. Une frontière, c'est une frontière, ça sépare les gens. Pour voir mes cousins, mes cousines qui habitent à 2-3 kilomètres de chez moi, je ne peux pas avoir l'accès libre à mon pays, c'est un pas en arrière. Moi, j'ai peur. J'ai peur pour mes enfants. Je suis inquiet. Je crois qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin d'une grande raison pour reprendre le conflit. L'exemple le plus récent, c'est ce policier blessé par des tirs il y a moins de 3 semaines, pris pour cible par un groupe qui se fait appeler la véritable armée républicaine irlandaise, référence à l'IRA, le groupe armé nationaliste qui s'est battu pendant plusieurs décennies contre les soldats britanniques. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire justement, Ophélie Siméon, de ces nouveaux enjeux? Il va y avoir une question politique majeure. Le règlement du conflit de l'Ulster a été l'événement le plus important de la fin du XXe siècle, peut-être en tout cas en ce qui concerne l'histoire européenne, l'un des plus grands événements. Et là, on se retrouve face à un Brexit qui fait trembler justement cette paix. Oui, absolument. L'accord de cessez-le-feu, donc l'accord du Vendredi Saint, a été voté en 1998. Et jusqu'en 1998, il faut rappeler que la frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande était entièrement militarisée. Donc depuis 1998, la circulation des personnes est libre entre les deux Irlandes et les Irlandais, qu'ils soient dans l'Air ou dans l'Ulster, craignent un retour en arrière, craignent la fermeture de la frontière. Et donc c'est un coup symbolique très dur porté à l'histoire irlandaise, et ce qui explique en partie pourquoi l'Irlande du Nord a refusé le Brexit à plus de 55%, notamment la minorité catholique très importante. Aurélien, Antoine, on va peut-être détailler les points. Les questions qui se posent pour l'Irlande, c'est à la fois préserver l'accord de paix, mais c'est aussi maintenir l'absence de frontières terrestres entre les deux Irlandes. Il est vrai que les accords du Vendredi Saint ne sont pas simplement des accords conclus, j'allais dire, entre la République d'Irlande et le Royaume-Uni et les parties d'Irlande du Nord. L'Union européenne, à l'époque, a joué un rôle considérable et c'est l'un des fondements de ces accords. Se retirer de l'Union européenne, je vais dire de jure et de facto, c'est porter atteinte à ces fondements. D'autant plus, Aurélien, Antoine, peut-être ça mérite d'être rappelé, que l'Union européenne a plutôt aidé, en tout cas la construction européenne, a plutôt aidé à ce processus de paix. Bien sûr, on retombe dans cette période que l'on évoquait tout à l'heure, où Tony Blair lance un certain nombre de projets, un certain nombre de succès, même s'il est détesté aujourd'hui. C'est vrai qu'il était parti sur des bases, je veux dire, sur les chapeaux de roue, et c'était une grande victoire. Et l'Union européenne a joué un rôle considérable, et ça explique aussi, au-delà du libéralisme ambiant promu par le Royaume-Uni et qui se diffuse à l'époque en Europe, c'est aussi le constat que l'Europe permet la paix. Et ce qui est assez intéressant lorsque l'on revient en arrière, qu'on fait le bilan de la campagne électorale sur le Brexit, cette question a été minoritaire. C'est-à-dire que la vraie question centrale, même si elle n'est pas exclusive, a bien été la question de l'immigration.
En revanche, la paix en Irlande du Nord a fait l'objet de très peu de débats. Il a été évoqué évidemment, et en Irlande du Nord, les résultats le montrent très clairement. Et il y a un effet de ricochet. Je voudrais simplement expliquer que dans les solutions juridiques qui sont avancées aujourd'hui, celle qui paraît la plus probable pour le gouvernement britannique, pas aux yeux de tous, mais en tout cas pour le gouvernement britannique, serait d'instaurer une frontière en mer d'Irlande et de reporter la frontière en quelque sorte vers les ports, et notamment les ports écossais. Et ça signifie qu'il va falloir demander aux Écossais aussi de prendre leur part dans le rétablissement de frontières. Il n'est pas du tout sûr qu'ils le souhaitent, et ça pourrait réanimer encore approfondir, l'animosité des Écossais vis-à-vis des Anglais. En bref, on le voit, la question nord-irlandaise, en tout cas de mon point de vue, cristallise toutes les problématiques politiques fondamentales de ce Brexit, au-delà de l'économique et des questions d'immigration, à savoir l'unité du Royaume-Uni, au-delà même des rapports avec l'Irlande du Nord, l'unité, les relations pacifiées avec la République d'Irlande, et bien sûr les relations avec l'Europe continentale. C'est un enjeu aussi pour l'Union européenne. Les risques de guerre seraient contre les objectifs politiques initiaux de la construction européenne. Catherine Mathieu. Oui, moi je pense que cette question de la frontière irlandaise, justement, en fait, c'est le seul point dans les décisions européennes à 27 et les Britanniques aujourd'hui où il n'y a pas de désaccord entre les deux parties. À la fois les Britanniques et les pays de l'Union européenne à 27 souhaitent qu'on garde cette paix en Irlande. Et donc, pour moi, en fait, ce conflit, il arrive de façon... il n'est pas du tout au cœur de tout ce vote autour du Brexit, effectivement. C'est une situation très très particulière avec la seule frontière terrestre qui soit entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, cette frontière en Irlande. Alors, il y avait qui pose aussi des questions économiques, il faut le souligner, parce que c'est la question des échanges entre le Nord et le Sud. Et justement, aujourd'hui, il y a à peu près 30 000 personnes qui franchissent la frontière irlandaise tous les jours. Chaque jour. Pour l'Irlande, la République d'Irlande, plus de la moitié des exportations vont vers l'Irlande du Nord. Donc c'est un marché très important, le Royaume-Uni pour la République d'Irlande. Alors il y aurait une solution qui serait de dire on ne met pas en place de frontières. Pourquoi pas ? On pourrait avoir un grand marché possible. Mais quand les Britanniques ont fait cette proposition, les pays de l'Union européenne ont dit non, puisque vous quittez l'Union européenne, vous ne pouvez plus garder cet accès au grand marché et il faut qu'on mette en place des accords spécifiques. Alors ça pose la question du marché unique, mais aussi de l'union douanière. Et de l'union douanière. Et donc pour l'instant, les Britanniques disent qu'ils ne souhaitent pas rester dans une union douanière, parce que cette union douanière les empêcherait de discuter des accords bilatéraux avec les pays hors Union européenne. La question de déplacer la frontière et de la mettre sur la mer d'Irlande pose un autre problème, pour le coup très politique au Royaume-Uni, parce que en Irlande du Nord, en particulier pour le parti, le DUP, qui est un parti d'alliance avec le gouvernement britannique aujourd'hui, il n'est pas question... C'est le parti unioniste irlandais, Exactement, il n'est pas question de remettre en cause l'intégrité du Royaume-Uni. Donc justement, dans la question dont on parlait tout à l'heure avec l'Écosse aussi, la question de maintenir le Royaume-Uni tel qu'il est très importante pour en particulier ce parti unioniste irlandais, et donc ça limite aussi les possibilités de négociation du côté du gouvernement britannique. Alors jusqu'à présent, l'Union européenne dit aux Britanniques, puisque c'est vous qui avez décidé de sortir de l'Union européenne, c'est à vous de trouver une solution pour cette question de la frontière. Alors c'est l'idée d'une création politique, d'une innovation politique. D'une innovation, voilà. Et jusqu'ici, les Britanniques, du moins le gouvernement britannique, disent nous allons trouver une façon très innovante de continuer de pouvoir laisser les échanges se faire entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud, sans mettre en place une frontière terrestre visible. Du point de vue, Ophélie Siméon, de l'Irlande de l'air, il y a aussi le refus d'une frontière dure qui menacerait justement, elle menace d'ailleurs l'Irlande de mettre son veto en cas de barrières nouvelles rajoutées. Et il y a aussi la demande d'un statut spécial pour l'Irlande du Nord, qui la maintiendrait dans l'union douanière. Oui, mais un statut spécial auquel le DUP ne va pas nécessairement donner son accord. Et ça risque de réactiver les conflits inhérents au gouvernement d'Irlande du Nord, qui est un gouvernement de coalition qui bénéficie d'une autonomie politique partielle, donc c'est le régime de la dévolution.
De même, donc régime qui a été également mis en place en 98, et les négociations au sein du gouvernement nord-irlandais sont au point mort. Et surtout que, si je peux me permettre, il y a une grave crise politique en Irlande du Nord. Il y a actuellement les institutions, la dévolution. Il faut savoir que cette dévolution, qui est une espèce de procédure sui generis de décentralisation, encore le terme n'est pas tout à fait adapté, et qui est asymétrique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas la même au Pays de Galles, en Écosse et en Irlande du Nord. En Irlande du Nord, elle avait pour vocation à instaurer une stabilité institutionnelle, et aujourd'hui, les institutions de la dévolution en Irlande du Nord ne fonctionnent pas. Donc on est dans une grave crise, on en a très peu l'écho, mais non seulement on a le problème du Brexit et de la solution juridique, parce qu'on n'a pas de solution juridique aujourd'hui, il y a un blocage qui est largement dû effectivement à l'alliance avec le DUP. D'ailleurs, le Parti travailliste et les propositions de Jeremy Corbyn pour évoluer sur ce point, de mon point de vue, paraissent assez pertinentes. C'est-à-dire que, vu la position de l'Union européenne, à savoir, il y aura une union douanière, donc s'il y a une union douanière, il faut l'accepter en plein, mais pas partiellement. Et les Britanniques qui ne veulent pas en entendre parler dans la mesure où l'Irlande, la République d'Irlande, puis l'Irlande du Nord pourrait être une porte d'entrée pour la libre circulation, par exemple des personnes, et dans ces cas-là, le Brexit ne servirait pas à grand-chose. On est dans une situation de blocage très importante qui n'est en plus, qui se retrouve dans un contexte institutionnel très particulier à l'Irlande du Nord, d'instabilité sur un problème politique qui est distinct d'ailleurs du Brexit. Du côté de la politique britannique, c'est un peu la même chose. Il y a 4 positions entre les conservateurs et les travaillistes, les partisans du Remain, ceux du Leave, ceux qui, voilà, les positions dures. Catherine Mathieu, finalement, à une époque où on avait le sentiment que justement la mondialisation économique faisait en sorte que l'échelle de l'État était de moins en moins importante, et que c'était finalement les échanges internationaux et notamment les échanges commerciaux et financiers qui prenaient le dessus. Là, on se rend compte qu'en réalité, la question de la réinvention politique se pose à l'occasion du Brexit. Oui, et c'est ce qui est d'ailleurs très très intéressant dans le cas britannique, parce que on reproche souvent aux Britanniques d'être très pragmatiques, d'être pour la libre circulation des échanges, et puis de pas avoir de grandes ambitions en termes politiques. Or, en fait, on voit bien que dans cette discussion sur le Brexit, il y a beaucoup de débats au Royaume-Uni. Comme vous le disiez, à l'intérieur des partis, il y a des divisions, et chaque jour, il y a des discussions, des votes au Parlement, à la Chambre des Lords, et les Britanniques continuent de discuter sur ce que doit être leur avenir, a priori une fois qu'ils seront sortis de l'Union européenne, puisque aujourd'hui, en tout cas, malgré les positions très divisées, ceux qui plaident pour un nouveau référendum, par exemple Tony Blair, restent très minoritaires à l'intérieur du Royaume-Uni, ce qui peut surprendre, parce qu'on pourrait se dire, après tout, eh bien, ce vote a eu lieu, une majorité s'est prononcée pour sortir de l'Union européenne, mais ça s'avère vraiment très difficile, pourquoi ne pas faire un nouveau vote? Et les Britanniques ne semblent pas s'engager dans cette voie. Aurélien, Antoine, ça pose aussi la question des raisons profondes, puisque la conjoncture, la récession économique, tous ces arguments ont peut-être alimenté aussi une forme d'euroscepticisme. Alors est-ce que finalement le Brexit et l'adhésion à l'Union européenne ne viendraient pas paradoxalement de raisons plus intérieures au Royaume-Uni qu'il n'y paraîtrait de prime abord ? C'est certain qu'il y a une raison intérieure. Moi, je suis frappé quand je vais au Royaume-Uni quand même d'une profonde fracture qu'on retrouve en Europe continentale. Et là, on pourrait faire un pont et reparler de l'insularité. Mais entre quand même ce qu'on peut appeler l'élite, même si je ne sais pas trop comment la définir, qui effectivement, avant le Brexit, n'envisageait pas du tout d'eau pure avec l'Union européenne. Vous voyez ça comme une pure folie. Et puis des discussions que j'ai pu avoir même dans le métro londonien avec des agriculteurs qui se rendaient à des commissions au Parlement pour parler de leur situation, ou certains pêcheurs, etc., qui avaient une profonde révulsion pour l'Union européenne. Et puis vous avez quand même, vous l'évoquiez dans vos émissions précédentes, on a fait une espèce de délocalisation, j'allais dire intramuros, en termes de main-d'œuvre, qui a été subie de façon très violente par les Britanniques. Et c'est vrai que là aussi, on peut y voir une absence de protection de l'Union européenne, alors à la fois dont les Britanniques sont responsables, parce qu'ils ne veulent pas de dimension politique. Ce sera le mot de la fin, Voilà. Oui, je vous en prie. Merci. Ce sera le mot de la fin. Finissez votre phrase. Oui, ce que je voulais simplement dire, voilà, à la fois cette espèce de délocalisation intérieure qui a été soutenue par le Royaume-Uni. Aujourd'hui, ils en payent en quelque sorte les conséquences.
On va continuer à parler d'Irlande avec les nouvelles de l'Écho. Arjona Andrade, bonjour. Bonjour Maëlys, bonjour à tous. Et aujourd'hui, c'est les inquiétudes des pêcheurs de la mer du Nord. Oui, car suite au Brexit, le Royaume-Uni compte bien reprendre le contrôle de sa zone économique exclusive, une bande de mer entourant le pays très riche en ressources halieutiques. C'est même l'une des principales revendications du gouvernement de Sa Majesté. Il faut dire que les pêcheurs britanniques étaient parmi les électeurs les plus remontés contre Bruxelles et les règles de partage des eaux avec les autres pays européens. On se rappelle ainsi du coup d'éclat de Nigel Farage, ancien leader du parti europhobe UKIP, qui avait remonté la Tamise avec une armada de chalutiers venus claironner dans la brume jusqu'au pied du palais de Westminster. « We want our fish back », pouvait-on ainsi entendre durant la campagne pour le Brexit, nous rappelant la sortie de la Dame de Fer à Dublin en 1979, lors d'un sommet européen resté célèbre. 40 ans plus tard, il ne s'agit donc plus d'argent, mais de poissons sonnants et trébuchants. Ainsi, même en Irlande du Nord, qui a pourtant voté largement en faveur du Remain, les pêcheurs font figure d'exception. Ce sont les seuls à s'être prononcés massivement en faveur du Brexit, espérant récupérer le contrôle de leurs eaux dès 2019. Mais face à la résistance des autres États membres, Londres a dû repousser cette date à 2021, provoquant la colère de ces pêcheurs du Nord. Quelle est la position justement de Bruxelles sur le sujet ? Eh bien, pour le négociateur en chef du Brexit, le Français Michel Barnier, il n'est certainement pas question de restreindre l'accès au rivage britannique, de même qu'il n'entend pas revoir les quotas de répartition de pêche. Il faut dire qu'il dispose d'un argument de poids puisque 75% de la pêche britannique est exportée vers l'Europe. Il ne s'agirait donc pas de se voir couper l'essentiel. Jusqu'à présent, 30% de la pêche est réservée aux Britanniques, le reste étant capté par les Européens, pour reprendre les termes des syndicats de pêcheurs britanniques exaspérés par cette mainmise des bateaux français, irlandais ou encore allemands sur leurs précieuses ressources. Il faut dire que les eaux anglaises sont extrêmement poissonneuses et permettent de remplir les cales et les filets de tous ces bateaux. Ainsi, un article de l'Express précise qu'environ 20% de la pêche française se fait dans les eaux britanniques et que ce chiffre s'élève même à 50%, voire à 80% lorsque l'on se tourne vers les ports de Bretagne, de la Manche ou de la mer du Nord. Et c'est le même problème qui se pose en Irlande. Oui, car le gouvernement de Dublin a décidé, en rétorsion au Brexit et à la fermeture à venir des eaux britanniques, que les Nord-Irlandais n'auraient plus le droit de venir pêcher à moins de 15 000 de leur littoral. Ainsi, dans les deux sens, les frontières floues de l'océan se referment avec une incidence réelle sur les pêcheurs des deux bords. Car la tentation sera grande pour les marins étrangers de contourner la législation en faisant armer des bateaux directement en Irlande, leur permettant de pêcher les poissons irlandais. Un pêcheur interrogé par Ouest France explique ainsi que si les Britanniques ferment leurs eaux, celles du sud de l'Irlande seront bientôt envahies par les gros chalutiers. Et ce sont les petits pêcheurs qui vont en pâtir les premiers, car les gros chalutiers, qui ont les moyens de passer des semaines en mer et d'aller sonder les profondeurs éloignées, n'auront aucun mal à se tourner vers d'autres horizons. Mais les frêles esquifs qui ne peuvent s'exiler trop loin de leur port d'attache seront circonscrits à une zone grouillant de petits bateaux. Comme aujourd'hui, c'est jeudi, nous avons Guillaume Duval d'Alternative Économique, partenaire de l'émission, avec nous. Bonjour Guillaume. Bonjour. Vous allez nous donner le chiffre du jour. 34%, c'est le pourcentage dont les émissions de gaz à effet de serre ont baissé au Royaume-Uni entre 1990 et 2015. On le sait peu, mais c'est en fait le pays d'Europe occidentale où ces émissions ont le plus diminué. Plus qu'au Danemark, 29%, ou en Suède, 23%, dont les politiques environnementales sont pourtant très souvent vantées. Davantage aussi qu'en Allemagne, 27%, et bien plus qu'en France, 15%, qui est un des pays d'Europe où ces émissions ont le moins baissé. Alors comment est-ce qu'on explique cette exception britannique, Guillaume ? Elle résulte de plusieurs facteurs. Tout d'abord, nos voisins britanniques utilisaient encore beaucoup de charbon à la fin des années 80, notamment pour produire de l'électricité. Or, le charbon est le combustible le plus émetteur de gaz à effet de serre. Mais les mines britanniques ont fermé les unes après les autres et le charbon est aujourd'hui très peu utilisé outre-Manche. Parallèlement, on a trouvé du gaz en mer du Nord et celui-ci est nettement moins émetteur de gaz à effet de serre. Il s'est substitué en bonne partie au charbon chez les Britanniques au cours du dernier quart de siècle. La désindustrialisation très prononcée d'un pays qui avait été à la pointe de la révolution industrielle explique également ce recul. Si l'Allemagne fait moins bien que le Royaume-Uni sur ce plan, c'est notamment parce qu'elle est restée nettement plus industrielle, une activité par nature plus énergivore que les services qui dominent aujourd'hui l'économie du Royaume-Uni. De même, l'agriculture, qui est un secteur lui aussi très émetteur de gaz à effet de serre, est elle aussi largement sinistrée chez nos voisins. Mais cette baisse résulte aussi de politiques publiques volontaristes et de la prise de conscience très forte des risques liés au changement climatique outre-Manche. Une prise de conscience facilitée par la multiplication des événements climatiques extrêmes, des inondations en particulier, qui affectent de plus en plus régulièrement le pays.
Un pays qui est aussi une île, dont la majeure partie des surfaces habitées se situe à des altitudes très basses par rapport au niveau de la mer. Il serait donc un des plus affectés par une montée sensible du niveau des océans. L'effet marqué de ces politiques se mesure en particulier à l'évolution de la consommation énergétique des ménages. Celle-ci a baissé de 21% par habitant entre 2000 et 2016, un record là aussi en Europe, contre 11% seulement en France, presque 2 fois moins. Alors quelle conclusion on peut en tirer ? Si je tenais à attirer l'attention sur cet aspect peu connu de la situation britannique, c'est pour souligner qu'il ne faut pas désespérer des anglo-saxons dans la lutte contre le changement climatique. Même si nos amis anglo-saxons ont l'air toujours très confiants dans le jeu des marchés, des acteurs privés, etc., même s'ils se méfient beaucoup plus que nous des taxes et des normes que nous affectionnons tant, ils sont quand même nettement plus conscients qu'on ne le croit souvent de la gravité de la crise écologique et plus capables qu'on ne l'imagine de mettre en œuvre des politiques publiques efficaces pour transformer leur mode de vie en conséquence. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mummy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream. David Bowie, Life on Mars. Merci Catherine Mathieu, Ophélie Siméon et Aurélien Antoine d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Une bibliographie est disponible sur notre site pour que vous puissiez retrouver les ouvrages et articles auxquels on a fait référence tout à l'heure. Vous pouvez réécouter notre émission et vous abonner au podcast d'Entendez-vous l'écho sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi suivre nos programmes sur Twitter, #Entendez-vous l'écho. Demain à la même heure, ce sera Métronomique, un travelling au Canada. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, justement pas sur Mars mais dans les étoiles pour parler d'économie de l'espace. France Culture, l'esprit d'ouverture.